Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche, j'y serai d'horreur sur ma chaîne YouTube exactement. Comme d'habitude, je vous ai sélectionné 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées par mail sur mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com. J'ai hâte de vous lire les histoires que je vous ai choisies. Et ben si vous êtes prêts et prêtes, je vous propose qu'on passe tout de suite à la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je m'appelle Sarah et je t'écris pour te raconter l'une des plus effrayantes histoires paranormales parmi mes nombreuses mésaventures à ce sujet. Je suis auxiliaire de vie depuis 12 ans, mais cette histoire remonte au début de ma carrière. Un jour, au détour d'un déplacement suite à une collègue malade, je fais la connaissance d'une dame très sympathique. Je vais chez elle pour une première approche et je suis très bien accueillie. Mes 2 heures d'intervention se terminent. Je n'ai fait que le rez-de-chaussée de sa maison, mais heureuse de ma prestation, elle me demande si je peux venir régulièrement chez elle. Heureuse du compliment, je lui dis que je vais en parler à mes supérieurs, mais que j'en serai ravie. Plusieurs semaines passent et tout va très bien. Je suis donc désignée comme régulière chez elle. Et je ne fais que le rez-de-chaussée, jusqu'au jour où la dame me demande de monter à l'étage afin de le nettoyer. Je commence à monter les escaliers. Et arrivé à la moitié, je sens littéralement mon souffle se serrer, mon cœur battre très fort. Je sens comme une oppression du thorax, mais je me dis alors que je dois vraiment me remettre au sport. Et je relativise comme ça. Arrivé dans la chambre, des frissons parcourent tout mon corps. Et je me sens de plus en plus mal. Je constate que le lieu est plutôt propre dans l'ensemble, mais je suis intriguée par les fenêtres. Il y avait 2 fenêtres qui chacune étaient pleines de coccinelles mortes. Pas moins d'une 20aine par fenêtre. Je trouve ça étrange, mais passons. Je les aspire et continue mon ménage, mais toujours avec cette sensation très désagréable. Je termine mon intervention, je redescends, et à ce moment-là, je ressens comme un immense soulagement d'être arrivée en bas. La semaine d'après, la dame me redemande de faire le ménage à l'étage. Je m'exécute et là ce fut pire que la dernière fois. Une envie de vomir dès que j'ai atteint la moitié des escaliers. Et une fois en haut, l'impression d'une présence derrière moi que je ne vois pas, mais à laquelle je perçois l'énergie mauvaise. Je me sens vraiment mal, oppressée, envie de vomir. Je me sens menacée. Je constate également qu'il y a de nouveau une 20aine de coccinelles sur chaque fenêtre. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce mal-être. J'essaye de chanter, penser à autre chose, mais non. Toujours des frissons dans tout le corps. Je finis mon travail très rapidement et je pense en parler à la dame, mais finalement je ne dis rien, de peur qu'elle me prenne pour une folle. La semaine passe et je me sens mal à l'idée de retourner là-bas. Mais pour des raisons de professionnalisme, j'y retourne. Mais là, le même ressenti. Mais triplé. Une envie de pleurer, des frissons, mal dans le dos. Je me retourne sans arrêt car je sens quelqu'un derrière moi qui se rapproche. J'ai froid, mon cœur s'emballe et je suis prise de panique, sans réussir à voir ce qui me menace. Je sens que je ne dois pas rester là. Je redescends donc sans avoir fini mon travail et demande à parler à la dame. On s'assoit, elle me sert un café. Je me sens mal, tremblant, et je lui dis que je ne peux plus intervenir à l'étage. Interloquée, elle me demande pourquoi. Je lui réponds que ça paraît fou, mais que je me sens mal lorsque je monte les escaliers. Et une fois en haut, je me sens épiée, je ressens une présence masculine, quelqu'un de très grand et d'autoritaire, et que j'ai le sentiment très fort que cette présence ne veut pas que je sois là et me menace. Je sens beaucoup d'ondes négatives et je ne suis plus capable de monter à l'étage. La dame me demande et me dit « Vous êtes bien la première à me dire ça, mais je vous avoue que mon mari est décédé dans cette chambre et vous venez parfaitement de me le décrire. Je précise qu'aucune photo n'est présente dans la maison. » Et elle ajoute « Il vient souvent me faire chier. Il est mort. Nous étions en mauvais termes. Vous n'avez pas remarqué le saladier de sel devant la porte ?» Je réponds que si, mais je pensais que c'était pour l'humidité. Et elle me répond non, c'est pour me protéger. De la magie noire a été pratiquée dans le grenier. Je ravale ma salive, je commence à me demander si la dame n'en rajoute pas pour me faire peur. Dans le but de me rassurer, je me permets de lui demander si je peux en parler à ma sœur pour qu'elle vienne voir, elle qui était moins sensible à ça, car il était impossible pour moi d'y aller tant mon souffle était coupé. Elle accepte, le lendemain ma sœur y va et redescend blanche comme un linge. Elle me montre la photo qu'elle a prise à l'étage. Sur cette photo, on y voit une pièce et au fond de cette pièce, un mur avec un passage en forme de triangle et 2 carrés peints en rouge de chaque côté. À ce jour, je ne suis jamais remontée à l'étage, mais ce fut pour moi l'une des pires expériences pendant mes 12 ans de métier.
Merci beaucoup ma pépite pour ton histoire. On va débriefer ensemble. Vous voyez quand je vous dis dans tous mes threads d'horreur, faites vraiment confiance à votre instinct. Notre corps ressent le monde invisible. Notre corps, notre âme, en fait tout notre corps se met en alerte quand quelque chose ne va pas bien. Du moins ça dépend des personnes, mais il y en a qui sont beaucoup plus sensibles, d'autres un peu moins sensibles, mais quand même on a tous cette intuition où on se dit là je me sens pas bien, tu vois, dans ce lieu il y a un truc bizarre. Faites confiance, vraiment faites-vous confiance. Ma pépite, dingue comment elle parle de son mari. Apparemment c'était pas quelqu'un de très bien. La magie noire a été faite dans cette chambre là, ça veut dire que ce monsieur pratiquait de la magie noire. Incroyable. Enfin il me semble que c'est la première fois que j'entends ça d'un homme. Généralement c'est plutôt les femmes. Je pense que cette personne c'était une personne très mauvaise. Qui a ramené... Alors moi je pense pas que ça soit son mari. Encore une fois, quand une âme meurt, moi je pense qu'elle est dans la tombe, hein. Je pense pas qu'il y ait des âmes errantes mortes. Moi je crois plutôt que ce sont les shayatines, les démons qui ont été invoqués lors des pratiques de sorcellerie noire, de magie noire dans cette chambre. Forcément que tu dois ressentir quelque chose de mauvais en montant à l'étage, étant donné qu'il y a de la magie noire qui a été pratiquée là-bas, tu vois, et sûrement pas qu'une fois. Aussi, autre indice, à part ton corps qui se met en alerte, les coccinelles mortes. Attends, on va chercher sur internet qu'est-ce que ça signifie. Ils disent que dans certaines cultures, la coccinelle morte est considérée comme un signe de protection contre les mauvais esprits. Les coccinelles sont des protectrices, cependant, à leur mort, ça peut être un signe que vous n'êtes plus protégé en fait, entouré et protégé. Là, clairement, il y a énormément de coccinelles qui sont retrouvées à chaque fenêtre, mortes. Du coup, peut-être que c'est un signe que cette maison n'est plus du tout protégée. I don't know. En tout cas, merci infiniment ma pépite pour ton histoire. N'hésitez pas, comme d'habitude mes pépites, si vous avez des explications concernant les coccinelles mortes un petit peu mieux que celles que j'ai trouvées sur internet, ou alors si vous aussi vous avez vécu des trucs bizarres pendant votre travail ou quoi, n'hésitez pas s'il vous plaît de nous envoyer vos histoires à l'adresse mail cam.témoignage@gmail.com. Sur ce, passons tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, bonjour les pépites. Ça ne me dérange pas que tu donnes mon prénom, je m'appelle Élise. Enchantée Élise. Mon histoire s'étend sur quelques années, alors accroche-toi. J'ai longtemps hésité à raconter mon histoire car j'ai toujours été dans le déni de ce qu'il se passait. D'autant plus que ça ne m'arrivait qu'à moi et pas à ma famille. Je suis l'aînée d'une fratrie de 3 enfants, dont un petit frère et une petite sœur. Pour mettre dans le contexte, mes parents ont acheté une ancienne ferme agricole et ont décidé de faire des travaux pour en faire une belle et grande maison de campagne. Ma mère étant croyante, elle aime se renseigner sur l'histoire des lieux et des habitants. Il s'avère que les anciens propriétaires habitaient également dans ce bâtiment, donc c'était à la fois leur maison et leur ferme. Je ne te donne pas plus de détails pour l'instant, afin que tu sois dans la même ambiance que moi et que l'histoire se déroule dans le bon ordre. Nous avons emménagé dedans à mes 2 ans. J'en ai aujourd'hui 23. C'est une très grande maison qui a presque toujours été en travaux. À l'époque où il n'y avait que mon frère et moi avec mes parents. Nous habitions au rez-de-chaussée. L'étage n'avait pas été aménagé car nous n'en avions pas besoin. Mais ce n'était pas la seule raison. Ma mère avait également appris que dans un coin de l'étage, l'ancien propriétaire avait décidé de mettre fin à ses jours en se pendant à l'une des poutres lorsqu'il a perdu sa femme d'une maladie chronique. Donc ça faisait partie des raisons pour lesquelles ma mère ne souhaitait pas faire des travaux pour aménager le haut. Cependant, en 2009, elle tombe enceinte d'un 3e enfant, ma petite sœur. Et il n'y avait plus assez de place pour que ça soit vivable avec 3 enfants. Je partageais déjà ma chambre avec mon frère. Alors mes parents ont aménagé le haut. Il y a eu 3 ans de travaux. Et c'est là que mes ennuis ont commencé, car dans ma chambre se situe cette fameuse poutre. Oh non. Maintenant que nous sommes dans le vif du sujet, je vais en venir aux événements qui se sont passés en fin d'année 2012. J'ai donc eu ma propre chambre, très grande, avec un dressing dedans. J'étais ravie d'avoir enfin une chambre à moi seule. J'aimais beaucoup rester dans ma chambre, et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était ma poutre.
Ah bon? Elle est rustique, mais je l'avais décorée de peluches, de cadres et de guirlandes. J'étais encore jeune, donc ma mère ne m'avait pas encore parlé du suicide de l'époque. De 2012 à 2015, il ne se passait rien, ou alors je ne me rendais pas compte. Mais en 2015, j'ai commencé à avoir l'âge pour les films d'horreur et j'ai développé une certaine passion. Et c'est là que tout a commencé. C'était léger au début. Mes cadres et mes peluches tombaient de ma poutre, des objets déplacés, etc. Je mettais ça sur le compte de ma petite sœur qui devait s'amuser dans ma chambre pendant mon absence. Ça m'énervait, alors j'ai décidé de la fermer à clé quand je partais. À mon anniversaire, j'ai invité plein d'amis et avec mes copines, on se préparait dans ma chambre avant l'arrivée des autres. Et ce que je vivais seule depuis quelques mois a commencé à se passer aussi en présence d'autrui. Dans mon dressing, j'ai une coiffeuse et on était toutes les trois à se préparer quand le cadre au-dessus de ma coiffeuse a été projeté sur le visage de ma meilleure amie en lui faisant un beau bleu. On a énormément paniqué, mais après pour se rassurer, on s'est dit que c'était le vent, car on avait laissé la fenêtre ouverte. Moins de 10 minutes après, on parlait d'un film d'horreur qu'on avait vu ensemble durant l'après-midi, et d'un coup, les lumières de mon dressing se mirent à s'allumer et s'éteindre très rapidement, de plus en plus vite. Et c'est Conjuring là. La panique montait crescendo parce qu'en fait cette lumière avait un détecteur de mouvement et elle s'allumait et s'éteignait seule au bout de 5 minutes. Il était impossible de l'éteindre et de l'allumer soi-même manuellement. Mes copines sont sorties en courant de ma chambre et étaient en crise parce que depuis quelque temps, je leur racontais ce qu'il se passait dans ma chambre. Elles étaient très croyantes, donc elles prenaient pas ça à la légère, contrairement à moi qui ne suis pas croyante du tout. Dans la soirée, vers 22h, on était tous dehors et de ma terrasse, on pouvait apercevoir ma chambre. À ce moment-là, on voit que ma fenêtre est ouverte alors que j'étais certaine de l'avoir fermée, après l'incident du cadre survenu plus tôt. Alors, un pote à moi y va parce que les filles avaient peur d'y remonter. D'en bas, on entend mon ami hurler et redescendre en courant jusqu'à la terrasse. Il n'a jamais voulu nous dire ce qu'il a vu, mais il est reparti aussitôt en appelant sa mère pour qu'elle vienne le chercher. Il était en état de choc et ne parlait plus. Attends, mais il a vu quoi ton pote là? Pourquoi il nous laisse dans le suspense? C'est pas possible d'avoir des amis comme ça. 1 an plus tard, j'avais un petit ami qui venait de temps en temps dormir à la maison. Et un soir, alors qu'il ne dormait pas, il était insomniaque, vers 3h du matin, il me réveille en sueur et me dit qu'il a entendu une voix de vieil homme lui chuchoter fort dans l'oreille « Dégage de ma maison ». Waouh! Et il aurait même senti le souffle sur son oreille. Je ne le crois pas et lui dis qu'il a dû faire un cauchemar ou une terreur nocturne. On se sépare 2 mois après parce qu'il ne voulait plus du tout venir chez moi. À partir de là, les choses s'amplifient. Ah d'accord, donc là c'était du pipi de chat. Les meubles bougent dans la nuit, le parquet grince alors qu'il est neuf et ne grince jamais. Tous les soirs, je retrouve ma guirlande à terre. Je me dis que c'est moi car entre-temps je suis diagnostiquée somnambule. À ce sujet, un soir, mes parents me racontent que je suis descendue en pleine crise de somnambulisme et je les ai rejoints dans le salon. Ils veillent tard devant des films, en leur demandant de faire partir le monsieur qui est en cochon pendu sur ma poutre. Non mais attends, mais c'est pour que je meure cette histoire ou... Le lendemain, lorsque ma mère me raconte ça, je rigole et lui dis « Je suis vraiment pas nette ». Dans la même semaine, comme tous les vendredis, ma mère ne travaille pas et on se mate un film d'horreur en bas dans le canapé. À 16h, elle part au yoga. Détail important, elle se met toujours dès le matin en tenue de yoga. Et donc, elle n'avait pas à remonter dans sa chambre pour se changer. À 17h, je monte dans ma chambre pour aller me préparer, car le soir, j'allais au cinéma avec ma cousine voir un autre film d'horreur, La Dame Blanche. Il faut savoir que dans ce film d'horreur, il y a beaucoup de scènes avec un miroir dans lequel on aperçoit la Dame Blanche. Ça aussi, c'est un détail important. Alors, en arrivant dans ma chambre, je découvre mon miroir de coiffeuse à terre, comme s'il avait été posé délicatement, face vers le plafond. Mais je découvre aussi mon autre miroir qui lui est très très lourd et fait 2 mètres de haut, qui est accroché au mur de ma chambre. J'appelle ma mère en lui disant qu'elle n'avait pas à me faire une blague puisque je n'ai pas peur et que je sais que c'est elle car il n'y avait que nous 2 à la maison. Ma mère au bout du film me répond avec la voix qui tremble que ce n'est pas du tout elle, car elle n'est pas remontée avant de partir et que je ne dois pas bouger d'ici car elle fait demi-tour et elle a quelque chose à m'annoncer. En arrivant à la maison,
Elle me demande de m'asseoir à table car c'est très important. En effet, elle me raconte l'histoire de pendaison du monsieur, mais également en 2012, lors des travaux pour l'étage, avant que je m'installe dans ma chambre, elle a fait venir un prêtre. Il lui aurait dit qu'effectivement, il y a une entité, mais qu'elle ne me veut aucun mal et qu'il veut juste jouer avec moi. Non mais attends, mais c'est lunaire. Une entité... Non mais elle veut juste jouer. Ça va. Et c'est vrai qu'il ne m'est rien arrivé de grave concernant ma personne, mais que s'il prend le risque de vouloir la chasser, il se pourrait qu'il échoue et que cette entité devienne mauvaise. À la fin de ces explications, je suis totalement abasourdie. Je ne sais pas si je dois y croire car c'est ma mère et je l'ai toujours crue et idolâtrée, mais en même temps je crois qu'à cette époque je n'aimais pas trop ce qu'elle me disait, donc je ne voulais pas y croire. Alors le soir, je suis partie au cinéma et je n'ai pas dormi chez moi mais chez ma cousine. Mes épisodes de somnambulisme se sont arrêtés depuis ce jour-là. Le lendemain, je rentre et je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je me mets à lui parler, comme pour me rassurer. Depuis ce jour, pendant 3 ans, donc jusqu'en 2019, à peu près, je parle constamment en m'adressant à lui dès qu'il déplace un objet. Par exemple, je lui dis « Oh, t'abuses, je l'aimais bien ce vase, pourquoi tu jettes mes fleurs ?» Plus les années passaient et plus les événements étaient réguliers à tel point qu'aucune de mes copines ne voulait venir dormir chez moi. Dans tout le reste de ma maison, il ne se passait rien et c'était frustrant pour moi car mon père ne me croyait pas lui. Puis, comme je le disais, les événements devenaient de plus en plus réguliers mais également de plus en plus intenses. Certaines nuits, je me réveillais en sursaut à cause d'un bruit. Je voyais une silhouette accroupie dans le fond de ma chambre qui me surveillait. Oh Seigneur! Il y a même un soir où j'ai entendu sa voix. Il était accroupi et me disait avec un sourire « T'as peur, hein ?» C'est là que j'ai réellement commencé à avoir peur et ressentir beaucoup d'angoisse. Donc je dormais la lumière allumée toutes les nuits. Je ne regardais plus de films d'horreur. C'était terminé pour moi. Depuis, les événements continuent, mais ne me font plus peur. Je ne le vois plus, je ne l'entends plus. Mais je sais toujours qu'il est là car les objets se déplacent encore. Waouh, mais je suis choquée. Mais imaginez juste la scène, mes pépites. Vous êtes dans le noir la nuit, vous voyez un truc accroupi au fond de votre chambre avec un sourire malicieux qui vous regarde et vous dit « T'as peur, hein ?» Juste, je vous raconte. Et j'ai des frissons jusqu'au bout des doigts. C'est pas possible. Enfin si, je te crois à 100% ma pépite, je te crois à 100%. Mais pour moi, t'es hyper courageuse. Alors oui, je sais, ta maman, elle a pas forcément eu le choix, je pense. Elle fait au mieux. De toute façon, toutes les mamans, nous, on fait au mieux pour nos enfants. Mais quand même, madame, laissez votre fille dans cette chambre, là où le monsieur s'est avec la poutre. Ouh, franchement. Waouh. Ok, je suis choquée, il t'est arrivé tellement de trucs paranormaux et en fait, t'y crois pas. Donc du coup, en fait, t'as mis des œillères, c'est comme ça que ça s'appelle, et t'as fait style, je veux rien voir, je veux rien comprendre, tout est normal, etc. En fait, t'as fait l'aveugle en fait. Je suis choquée. Vraiment, je suis outrée. Ton pote qui est parti dans ta chambre et qui a crié genre merde et tout, enfin un gros mot plus gros que merde, parti en fait sans vous parler, il a juste appelé sa mère, il est parti de chez toi. Je m'imagine juste ce qu'il a vu et waouh, ok, merci infiniment ma pépite pour ton histoire, elle était incroyable. Vraiment incroyable. N'hésitez pas à me dire mes pépites ce que vous en avez pensé en commentaire. Je pense que cette deuxième histoire, ça va être votre histoire préférée. Bon, passons tout de suite à la troisième histoire pour voir si vraiment c'est la deuxième qui l'emporte. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam alaikum Cam, alaikum salam, je viens de découvrir ta chaîne via une amie qui tenait à ce que je te partage mon histoire. Je ne vais pas te mentir, j'ai 20 ans, mais j'ai déjà vécu beaucoup de moments effrayants liés au jnoun. Jnoun, c'est djinn, mais au pluriel. Je ne pourrais pas tous les raconter, mais je vais te parler de ceux que j'ai vécus cette année. Il faut savoir qu'en début d'année, ma grande sœur et moi sommes allés au Maroc rejoindre mes parents qui étaient partis 15 jours plus tôt. Pour vous planter le décor, la maison est sur plusieurs étages et une partie est encore en construction pour des raisons paranormales. Ma grande sœur est possédée, mais c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Et celle-ci est très sensible à la présence de jnoun.
Nous sommes arrivés très tard et j'ai dormi comme un bébé. Le problème étant que chez nous, nous savons que lorsque nous dormons comme un bébé à côté de ma sœur, c'est que celle-ci est en train de vivre une nuit terrible. Comme si les genoux nous empêchaient de l'aider. Au matin, elle nous explique que la nuit, son djinn qui la possède ne s'entendait absolument pas avec ceux de la maison. Et que ce n'était plus les mêmes qu'avant. Et que par ailleurs, mon père se levait la nuit pour tourner dans le centre de la maison. Je la croyais, mais je restais quand même rationnelle. La journée, on recevait du monde et la maison était pleine à craquer. Et la nuit, lorsque tout le monde est sorti, on vivait l'horreur, les yeux ouverts. Dès minuit passé, l'ambiance a changé. Quand je marche pour aller d'une pièce à l'autre, je sens comme quelqu'un accroché à mon bras. J'accélère, ça accélère avec moi. Alors par la suite, j'ai jugé préférable de coller ma sœur, bien qu'elle ne me rassure pas tellement non plus. La deuxième nuit, nous sommes allés dormir vers 1h du matin. Cette fois, ce fut ma soirée. Je me suis mise dans mon lit et me suis couverte. Au moment où mes yeux se ferment, on tire ma couverture. Je me tourne pensant que c'est ma sœur qui s'amuse à me faire peur, mais celle-ci est endormie à l'autre bout de la pièce. Alors je comprends et je fais la dure en mode « j'ai pas peur, laisse-moi tranquille ». Je me recouvre et rebelote. On tire ma couverture. Là, j'étais pas bien, mais je savais aussi que plus les genoux ne sentent que t'as peur, plus ils exagèrent. Alors je récite Ayat al-Kursi doucement. Et là, je sens mon côté gauche tout entier qui était comme gelé. J'avais les frissons et je sentais une présence malsaine à mon côté gauche. Je n'arrivais pas à sortir une syllabe de ma bouche et encore moins à bouger. Je t'en parle et j'en ai les larmes aux yeux. Cette nuit n'était que le début. À un moment donné, mon père se réveille et commence à tourner, mais dans le noir complet. Je le voyais tourner au centre de la maison, mais il m'était toujours impossible de parler. Clairement, quelque chose m'a bloqué jusqu'à Salat al-Fajr. Donc Salat al-Fajr, c'est la prière qu'on fait juste avant le lever du soleil. Au matin, j'ai tout raconté à ma sœur et à ma mère. Ma mère m'a avoué que mon père faisait ça depuis qu'ils étaient venus au Maroc. Il faut savoir que mon père est âgé et a une mobilité assez réduite. Et bizarrement, le soir, il n'a aucun souci à tourner dans la maison. Ma sœur, elle, essayait, sans passer pour une folle, de m'expliquer qu'elle savait que la maison était hantée par une très vieille génia et ses fils. Tous extrêmement vieux. Avec un seul jeune enfant. Comment vous dire que mon esprit ne pouvait pas accepter ce genre de paroles? Alors, j'en ai fait abstraction. Dans la journée, j'ai pris une douche et en finissant, j'ai entendu un chuchotement par le tuyau d'évacuation. Aoudou billah. J'ai eu tellement peur que je n'ai plus jamais réussi à y aller sans que ma sœur m'y accompagne. Dans la même journée, j'avais demandé à ma mère pourquoi celle-ci ne mettait pas le Coran comme à son habitude. Mais elle m'a tout naturellement répondu. Je sais pas, mais depuis mon arrivée, je l'écoute automatiquement qu'avec des écouteurs. Il m'est très compliqué de me réveiller au Fajr. Ma mère se réveille toujours pour faire Salat al-Fajr, alhamdoulilah. Alors, on a décidé de le mettre à fond dans la maison. Mon père s'est endormi soudainement et ma sœur était comme dans un autre monde. On avait beau lui parler, elle était comme elle dit, dans sa bulle. La troisième nuit, je m'étais endormie plus tôt. Mais aux alentours de 2h30, je sens quelque chose me toucher au niveau des jambes et des pieds. J'ai flippé et j'ai sauté dans le lit à ma sœur. Cette fois, j'étais pas figée, mais ma sœur s'est réveillée en sursaut. On est resté réveillés un petit moment. Et encore, mon père se lève et reprend son rituel. Il tourne au centre de la maison. Ma sœur me dit que c'est étrange parce qu'il se réveille à la même heure tous les soirs et fait absolument la même chose. Ce qui était vraiment effrayant. Le pire, c'est que c'était tellement glauque qu'on n'osait même pas aller lui demander ce qu'il faisait. Donc, on s'est rendormi. Au matin, on redemande à mon père pourquoi il s'est réveillé la nuit. Et aujourd'hui encore, il est dans l'incapacité de nous répondre. Enfin, ma mère nous a proposé qu'elle vienne dormir avec nous, histoire d'être ensemble. Au début, je pensais réellement que ça allait changer la donne, mais MDR, rien du tout. La quatrième nuit, ma mère a dormi avec nous, et il faut savoir qu'elle était malade, donc elle toussait. Sur ce, on s'est tous endormis, et à un moment, dans mon rêve, j'étais comme engloutie. Je ne sais pas comment exprimer cette sensation. Et ça m'a réveillée. Au moment où je me réveille, j'entends ma mère se lever, ouvrir la porte de la chambre et partir dans sa chambre. Quelque temps après, je l'entends tousser dans sa chambre. Il faisait nuit et c'était le noir complet. Alors je n'arrivais pas à bien l'apercevoir. Mais je m'étais dit qu'elle dormait sûrement mal avec nous et c'est pourquoi elle a décidé de repartir dans sa chambre. Du coup, je me suis rendormie.
Au matin, je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas restée avec nous. Et elle ne comprenait pas cette question, parce qu'elle me disait avoir dormi avec nous, et qu'elle s'était réveillée que le matin, aux environs de 7 heures. Ma sœur me dit qu'elle a surveillé mon père cette nuit, et qu'il s'était réveillé exactement à la même heure, soit 2h45, et que par ailleurs, ma mère ne s'était pas levée de la nuit. Je commençais à péter les plombs, j'en ai parlé à mes amis par téléphone, je l'écrivais même dans mon journal intime. L'angoisse de vivre là-bas. Dans la journée, ma sœur vient me voir et me dit qu'on devrait recouvrir les miroirs de la maison avant Salat el-Maghrib. Salat el-Maghrib, c'est juste avant le coucher du soleil cette fois-ci. Je ne comprenais pas et j'ai demandé des explications, mais elle ne m'en a pas donné. Elle m'a juste ordonné aujourd'hui de recouvrir les miroirs avant le Maghrib. Alors, pour la 5e nuit, on a recouvert les miroirs. Et là, subhanallah, il n'y a plus grand-chose qui s'est passé. Mais la partie en cours de construction semblait comme habitée. Je précise qu'il n'y a pas de meubles et c'est fermé. Personne n'y reste. Et là, à partir de cette nuit, on entendait des pas gigantesques, comme si un géant était au-dessus de nous. Il sautait, tirait des meubles, courait, c'était horrible. Et mon père, cette nuit-là, s'est réveillé, a tourné au centre de la maison et a levé la tête vers l'étage du dessus. Comment vous dire que j'en pouvais plus et on a limite forcé toute notre famille de là-bas à venir dormir chez nous. Bizarrement, ça s'est calmé. Et mon père ne tournait plus du tout au centre de la maison la nuit. On nous dit souvent, mais pourquoi vous purifiez pas la maison, Ruqya, etc. Mais subhanallah, on se dit tout le temps ça en étant en dehors de la maison. Une fois dans la maison, on oublie complètement toute forme d'adoration. Nous prions tous et pourtant là-bas, il faut faire 5 fois plus d'efforts pour y arriver. La maison ne veut pas se vendre, mes parents sont déjà arrivés à presque signer les papiers, mais ils ont toujours un souci. Merci ma pépite pour ton histoire. C'est bizarre parce que tu me dis, bon, alors il y a beaucoup de problèmes de djinns dans la famille. Je pense que ton père aussi a des djinns, ou peut-être un djinn. Ta sœur, peut-être elle a un djinn amoureux. Tu n'as pas précisé s'il était amoureux ou pas. Mais tu as dit qu'elle était possédée et que vous avez... Enfin, tu me le dis comme si vous aviez l'habitude. Donc peut-être qu'elle a un djinn amoureux. Qu'Allah nous protège des djinns. On en parle du fait que le papa se lève à 2h45, donc 15 minutes avant les 3h du matin, et il tourne en rond, toujours au centre de la maison. Très très bizarre, très extrêmement bizarre. C'est pour ça que je te dis, je pense que ton papa aussi est genouné. Déjà, le fait que toute forme d'adoration est beaucoup plus difficile à faire dans la maison, ça veut dire que dans cette maison-là, il y a les djinns qui, ils vous mettent un poids. Comme si au moment où vous allez prier, etc., il refuse toute forme d'adoration dans cette maison. Tu as précisé que c'est ta sœur qui a des djinns, mais je pense aussi que la maison est... je pense aussi que ton papa également a des djinns. Alors, j'ai une petite explication par rapport à ça. C'est votre maison au bled, d'accord? Généralement, les maisons au bled, soit on y va chaque année si on a la chance de pouvoir voyager chaque année, ou alors des fois, elles restent inhabitées pendant très longtemps, pendant même des années. C'est possible, comme dans mes threads d'horreur, je vous le dis tout le temps, que des lieux inhabités deviennent habités par des djinns. Donc, à chaque fois que vous venez dans une maison qui n'a pas été habitée par des humains, etc., toujours purifier la maison, toujours réciter un maximum de Coran, toujours purifier la maison parce que des endroits inhabités pendant très longtemps, souvent les djinns s'accaparent de ces lieux. Enfin voilà mes pépites, j'espère que ces histoires vous ont plu. Vous me demandez des threads d'horreur longs, je vous donne des threads d'horreur longs. Sur ce mes pépites, n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé, à me dire en commentaire quelle histoire vous avez préférée et bien évidemment si vous n'êtes pas abonné à vous abonner. Ça comme je dis tout le temps, c'est le pompon sur la Garonne. Sur ce, moi je vous embrasse très fort, je vous dis soit à dimanche prochain pour un autre thread d'horreur, soit à mercredi pour une vidéo random. Gros bisous et surtout, ne regarde pas derrière toi. Diablo is very good at telling a story with their cutscenes, but when we go a while without their cutscenes, the game, like for example, there was a cutscene I'll never forget in Diablo 4. The cutscene was so good. It was about a son
the father losing his son, and his son was dying in his arms, and it almost made me tear up. And then suddenly the cutscene ended, and his son turned into a loot piñata, and I got a bunch of nice loot out of his son. And then I wasn't about to cry anymore. I hope you understand. Yeah. So while Diablo does have a very good story and all this, sometimes it can be... the immersion can be lacking. Yeah, I think he dropped the first unique item I got. Or how the Kid Scout this day is legendary. Is life bittersweet? Yep. Defend! That was in the base game long ago. This story is still good though. Hello? Is this it? Is this a place? Here they are. Accounts of every eclipse in Skovos. Tell us what they say. Eclipse 12